Salvete, hic arcana iuris gentium sunt, pars septima est. Hodie, ius contrabellum. Ouh là là, désolé, le titre d'aujourd'hui était en latin, du coup je me suis un peu laissé emporter. Reprenons. Bienvenue dans ce 7e épisode des Secrets du droit international. Aujourd'hui, le ius contrabellum. Aujourd'hui donc, on commence un nouveau diptyque. 2 épisodes sur la guerre en droit international. Aujourd'hui, le ius contrabellum, demain, le ius in bello. Avant toute chose, il s'agit de bien faire la différence entre les deux. Ius contrabellum, c'est le droit contre la guerre. Ius in bello, c'est le droit dans la guerre. Si on devait les désigner en français, on dirait le droit du recours à la force, ius contrabellum, et le droit des conflits armés, ius in bello. Dans tous les cas, quel que soit le terme que vous utilisez, il faut bien faire attention à ne pas les mélanger, car s'ils concernent tous les deux la guerre, ils s'appliquent à des situations et à des échelles tout à fait différentes. Le ius contrabellum, d'abord, le droit du recours à la force, s'applique dans les relations entre États. Est-ce qu'un État peut en attaquer un autre ? Et à quelles conditions ? Pour faire une analogie, c'est comme si vous allumiez Google Maps et que vous regardiez les États de loin. On voit la Belgique, on voit la France. Ça, c'est l'échelle du ius contrabellum. Le ius in bello, lui, il demande de zoomer dans Google Maps. Zoomer très fort, jusqu'à arriver sur les rues, presque dans Google Street View. Ça, c'est l'échelle du ius in bello, le droit des conflits armés. Pendant la guerre, durant l'action, est-ce que je peux tirer sur des civils ? Est-ce que je peux détruire une centrale électrique ? Bombarder une caserne militaire ? Ça, c'est le droit des conflits armés. Ces deux ius régissent donc la guerre, mais à des niveaux différents. Et c'est pourquoi il est important de bien les différencier. Parce qu'il peut arriver des situations où l'un des deux droits sera violé, mais pas l'autre. Par exemple, imaginons mon exemple favori, la Belgique attaque le Luxembourg, sans raison. C'est un recours à la force qui viole le ius contrabellum. Mais c'est tout à fait possible que, malgré cette violation, les soldats belges se comportent très bien dans la conduite des hostilités, et qu'il n'y ait aucun problème de ius in bello. A l'inverse, une opération militaire autorisée au niveau du ius contrabellum pourra se terminer en crime de guerre, qui sont des violations donc du ius in bello. Voilà donc pourquoi il faut bien faire la différence entre les deux. Aujourd'hui donc, le ius contrabellum. Première chose à savoir, le contrat de ius contrabellum, il est assez nouveau. Au début du XXe siècle, on appelait encore cette branche du droit le ius ad bellum, ce qui veut dire le droit à la guerre. Parce qu'on considérait que la guerre était la forme la plus active de la diplomatie. Si rien n'a marché dans les négociations, c'est presque normal de la faire. Bon, minuscule note par rapport à ça, des études en histoire du droit international ont montré que cette vision fantasmée du temps passé où la guerre était, entre guillemets, normale, est un peu exagérée. Au XIXe siècle en tout cas, on constate que les États n'utilisaient pas la guerre à la légère, comme on pourrait l'imaginer. Enfin bref, depuis la création des Nations Unies, on préfère le terme de ius contrabellum, droit contre la guerre, parce que pour la première fois, la Charte des Nations Unies a prévu, dans son article 2, paragraphe 4, une interdiction générale de recourir à la force entre États. Et c'est donc ça, le ius contrabellum d'aujourd'hui. Le recours à la force est interdit. C'est la règle de base de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte. Bon, vous imaginez bien, sinon ce ne serait pas drôle, le recours à la force est interdit, sauf dans 3 exceptions. Ces 3 exceptions, on va les voir tour à tour, ce sont l'invitation, l'autorisation du Conseil de sécurité et la légitime défense. Premièrement donc, l'intervention sur invitation. Cette exception est la seule acceptée qui ne soit pas explicitement écrite dans la charte. Mais on considère que comme l'article 2.4 dit que sont interdits les recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, cela implique donc que si le gouvernement d'un autre État vous invite à recourir à la force sur son territoire, ça devrait aller. Et effectivement, c'est accepté. Un État peut ainsi inviter un autre à recourir à la force sur son territoire. Mais pour voir si c'est conforme à la charte, il y a 4 critères à vérifier. Premièrement, l'invitation doit venir du gouvernement internationalement reconnu de l'État. Si des rebelles vous invitent à vous battre contre le gouvernement de l'État voisin, refusez, ce n'est pas une invitation valable. Deuxièmement, ça va sans dire, mais le consentement doit être donné avant le début du recours à la force. On ne peut pas envahir un État et puis lui demander si on peut rentrer. Ensuite, le consentement doit être clair et qu'on comprenne bien que l'État a envie que vous soyez sur son territoire. Par exemple, dans l'affaire de la CIJ Congo contre Ouganda, l'armée ougandaise était venue aider le Congo à régler quelques problèmes, et après, elle a décidé de rester pour occuper une partie de la région. Le Congo a fait de nombreux communiqués officiels pour condamner la présence d'armées étrangères sur son territoire, mais l'armée ougandaise s'est défendue en leur disant qu'on ne leur avait jamais formellement dit qu'il fallait partir. Alors non, ça ne se fait pas.
Et enfin, dernière chose, il faut rester dans les limites de ce qui a été consenti. Pareil, Congo-Ouganda, le Congo invite l'Ouganda pour faire quelque chose. Quand on a terminé ce quelque chose, l'Ouganda peut repartir. Les limites du consentement concernaient une opération en particulier. Autrement dit, invitation du gouvernement reconnu avant le début du recours à la force, une invitation claire, et évidemment on reste dans les limites de cette invitation. Ça c'est donc la première exception, l'intervention sur invitation. Deuxième exception, l'autorisation du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité peut autoriser des recours à la force, dans l'objectif de maintenir la paix et la sécurité internationale. C'est prévu à l'article 42 de la Charte. À ce titre, le Conseil de sécurité a plusieurs possibilités. Il peut organiser sa propre opération de maintien de la paix, ou des soldats des États membres rejoindront une force coordonnée par les Nations Unies. Ou bien il peut simplement autoriser un État à intervenir sur le territoire de son voisin, au cas où ça ne va pas. Mais voilà, article 42, le Conseil de sécurité peut autoriser un recours à la force. Enfin, dernière exception prévue par la Charte, la légitime défense. La légitime défense est prévue à l'article 51 de la Charte, qui prévoit donc qu'un État a le droit de recourir à la force à l'encontre d'un autre État qui l'aurait attaqué. C'est l'idée qu'on trouve aussi en droit interne que si on est en train de t'attaquer, tu as le droit d'attaquer en retour sans demander la permission à personne. Il y a deux conditions principales pour l'exercice de cette légitime défense. Premièrement, il faut une agression. Alors l'agression, c'est pas juste un petit soldat qui se perd et qui passe la frontière. C'est une attaque vraiment sérieuse. C'est ce qu'on appelle la forme la plus grave de recours à la force. Elle est définie avec précision dans la résolution 3314 de l'Assemblée générale. Deuxième condition, il faut que cette agression vienne d'un autre État. Et ça c'est important aussi. Parce que si c'est pas un autre État qui vous attaque, mais simplement une organisation criminelle basée sur le territoire d'un État par exemple, cela ne justifie pas de recourir à la force sans autorisation sur le territoire de l'État. Outre ces deux conditions d'existence, il y a quelques conditions pour le bon exercice de la légitime défense. Notamment, ça doit rester proportionné, et il faut prévenir le Conseil de sécurité lorsqu'on agit de cette manière. Mais sinon, ce sont vraiment l'agression d'un autre État qui sont les deux conditions principales. Enfin, dernière chose là-dessus, la Charte, toujours à l'article 51, prévoit que la légitime défense peut être individuelle ou collective. Cela signifie que lorsqu'un État est attaqué, il peut demander à ses amis de venir l'aider à intervenir en légitime défense. Il existe même des organisations de défense mutuelle dont l'objectif premier est d'organiser cette légitime défense collective. C'est le cas de l'OTAN par exemple. En plus de l'organisation militaire, ça a également un effet dissuasif. Si on attaque un État, on n'a pas trop envie de se faire attaquer par 30 États en retour. Voilà donc les trois exceptions à l'interdiction du recours à la force. Intervention sur invitation, autorisation du Conseil de sécurité et légitime défense. Au-delà de ces trois exceptions, les États essayent parfois d'invoquer d'autres justifications, élaborées en étirant un peu sur la doctrine, mais qui ne sont pas acceptées. On va en voir quelques-unes, mais n'oubliez pas, aussi alléchantes que peuvent paraître ces théories, elles demeurent en violation du droit international. La première et la plus connue, c'est l'intervention humanitaire. Selon certains États, si jamais il y a de graves violations des droits de l'homme contre une population et que l'État concerné ne fait rien, les autres États auront le droit d'intervenir militairement sur son territoire. Mais c'est faux, ça ne correspond à aucune des trois exceptions qu'on a vues, et ce serait même intervenir dans les affaires de l'État. Cette intervention a été si souvent invoquée, et bien évidemment critiquée à chaque fois, que les Nations Unies ont donné une réponse officielle. Dans la résolution 60/1, qui a été prise en 2005, l'Assemblée générale a établi un nouveau concept qui vise à remplacer l'intervention humanitaire. C'est la responsabilité de protéger. Selon donc cette théorie de la responsabilité de protéger telle qu'elle est prévue par les Nations Unies, un État doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de violation grave des droits fondamentaux sur son territoire. Il a donc la responsabilité de protéger sa population. Mais s'il n'y arrive pas, les autres États peuvent intervenir, seulement si le Conseil de sécurité les y autorise. Évidemment, si vous avez été attentif, vous remarquez qu'il n'y a aucune nouveauté ici. L'Assemblée générale ne fait que rappeler l'autorisation du Conseil de sécurité. Mais au moins, ça a le mérite de condamner l'intervention humanitaire comme justification d'un recours à la force. Deuxième théorie, la légitime défense préventive. C'est très simple ici. Certains États prétendent qu'avec les technologies de renseignement, on sait parfois que tel État va nous attaquer avant qu'il nous attaque. Du coup, attaquons-le d'abord. Légitime défense préventive. Mais là encore, c'est faux parce que ça ne remplit pas la première condition de la légitime défense. Il manque une agression puisque celle-ci n'a pas encore eu lieu et peut-être n'aura jamais lieu. Une autre théorie similaire est celle selon laquelle on pourrait autoriser un recours à la force avec une autorisation a posteriori du Conseil de sécurité. Mais encore une fois, ça ne peut pas être accepté. Autre théorie, celle de la guerre globale contre le terrorisme. Selon certains États,
aller sur le territoire d'un État pour combattre les terroristes, ce n'est pas une violation de l'article 2 paragraphe 4, parce qu'on ne viole pas l'intégrité territoriale de l'État, ni son indépendance politique. Mais encore une fois, ça ne rentre ici dans aucune des 3 exceptions, ce n'est donc pas acceptable. Et enfin, dernière petite théorie, celle de l'état défaillant, selon laquelle on pourrait intervenir sur le territoire d'un autre État si celui-ci ne veut pas ou ne peut pas s'occuper d'une menace, généralement terroriste. En anglais, on appelle aussi ça la doctrine de unwilling or unable, donc qui ne veut pas ou qui ne peut pas. Mais encore une fois, on n'est pas du tout dans les exceptions prévues par la charte, donc ça ne va pas. En résumé donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, le recours à la force est interdit, mais il y a 3 exceptions, invitation, autorisation du Conseil de sécurité et légitime défense. À côté de ça, d'autres théories sont parfois proposées, mais aucune d'elles n'est véritablement conforme à la charte, elles doivent donc être écartées. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain pour un épisode sur le Jus in bello, le droit des conflits armés. À demain!